Salut, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je suis avec Stéphano, qui est notamment chef de chœur de la chorale de Luciel Louvain. Et voilà, je te laisse te présenter à celles et ceux qui ne te connaîtraient pas encore. Bonsoir tout le monde. Ma tâche comme chef de chœur à la chorale des étudiants de Louvain-la-Neuve, c'est d'animer principalement les 3 messes de l'année académique, c'est-à-dire la messe de rentrée, la messe de défunt et la messe dite des Lumières, dans laquelle on a la cérémonie docteur honoris causa aussi dans l'après-midi. Et c'est donc de porter les étudiants à découvrir et à maîtriser des chants qui serviront pour rendre cette cérémonie plus participative, plus joyeuse, plus vivante et avec un niveau artistique aussi plus, disons, performant que seulement une assemblée qui pourrait bien sûr apporter de la vie à la célébration eucharistique, mais avec quelque chose de plus polyphonique et donc plus complet, disons, qu'une simple voix. À côté de ces 3 événements académiques, on a toujours des concerts qu'on organise nous-mêmes, c'est-à-dire on s'occupe de préparer un programme de chants dans un événement bien précis, comme ça peut être Noël, ou alors avec une autre chorale. Notamment, on fait toujours un concert, un échange avec une chorale d'un autre pays, pour le moment d'Europe. On n'a pas été au-delà. Et donc de créer des liens aussi avec d'autres groupes qui font plus ou moins les mêmes expériences que les jeunes étudiants de l'UCL. Et à part la tournée qu'on fait donc chaque année, on reçoit donc une chorale étrangère et on va par la suite visiter ce pays 1 an après, 2 ans après, ça dépend un petit peu des occasions qui se présentent à nous. La chorale qui existe déjà depuis 20 ans, en 2024 fêtera ses 20 ans et donc là ça fait déjà une occasion en plus pour se proposer et refaire vivre un petit peu l'expérience du chant choral avec les anciens. Et ceux qui ne connaissent pas, évidemment aussi la chorale, seront les bienvenus pour découvrir cette petite partie de la vie de la chorale. Tout ça, c'est des projets, on en a toujours en fait. Ce qui est agréable dans cet ensemble, pour moi, c'est vraiment que ça n'arrête pas, dans le bon sens. On a toujours de belles occasions pour faire des connaissances différentes, pour faire un petit peu de la belle musique aussi, et pour amener des jeunes qui parfois n'ont pas beaucoup d'expérience, parce que finalement, l'accès à la chorale est ouvert. Et c'est fort gratifiant de voir comment certains qui n'ont jamais chanté vraiment en groupe arrivent quand même avec évidemment en s'appliquant, en répétant aussi chez eux parfois, ou à développer quand même des capacités relativement vite pour faire en sorte que les chants soient agréables pour eux, pour moi, et pour le public aussi. Surtout parce que j'aime bien tout ce qui est... je ne dis pas difficile, mais qui a un certain... comment expliquer ça? La musique contemporaine est, disons, mal vue en général parce que a cette connotation de musique difficile à écouter, difficile à comprendre. Mais c'est par manque de connaissances. Je pense que les personnes font cette réflexion, car il y a vraiment beaucoup de musique chorale, a cappella ou accompagnée aussi des compositeurs contemporains, qui est accessible aux choristes ou au public aussi. Et j'essaie avec les étudiants d'apporter cette, je dis pas fraîcheur, mais cette nouveauté, parce que souvent on a... Oui, il y a cette vision de la musique classique qui fait un peu peur. Oui, exactement. On a un petit peu peur de ce que ça demande comme préparation aussi, parce qu'il faut être prêt parfois dans la musique contemporaine un peu poussée à accepter des harmonies très difficiles pour nos oreilles qui sont un peu formatées par ce qu'on écoute à la radio, qui est toujours un petit peu redondant du point de vue harmonique et donc pas vraiment hyper intéressant pour mes oreilles. Et je trouve qu'il y a quand même de belles mélodies, de belles choses aussi dans la musique pop moderne. Il y a des choses qui m'ont attiré aussi. Mais voilà, je suis plutôt attiré par des harmonies nouvelles.
Beethoven, Bach, Mozart, tout ça, j'adore. Hein, mais je n'écoute plus. Ouais. En tout cas, beaucoup moins. Ouais. Je suis plus vers la recherche des compositeurs qui s'inspirent peut-être parfois de ces musiques qui est ancienne maintenant, mais qui composent des choses différentes, nouvelles. Et donc on va dans des sonorités qui attirent mon écoute plus facilement que des choses que j'ai entendues. Parfois, réécouter une version différente, c'est toujours intéressant, hein, bien sûr, mais voilà, c'est plutôt la nouveauté qui m'attire pour l'instant. Ok, trop chouette. Est-ce que tu peux un peu parler des autres activités que tu fais en dehors d'être chef de chœur? Tu es aussi oboïste, c'est ça? Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui, l'histoire ce serait un petit peu longue. Je vais faire la version courte. Je suis arrivé en Belgique pour mes études, pour compléter en fait mes études de l'instrument, le hautbois, au Conservatoire Royal de Bruxelles avec Paul Dombrecht. J'avais déjà un diplôme en Italie. En fait, je travaillais déjà en Italie. J'ai décidé de prendre 3 ans pour faire un master, parce que c'était le moment où le master est sorti. Donc, je dis, maman, t'inquiète, je vais faire un master, je reviens après 3 ans. J'avais 26 ans à l'époque, voilà. Et depuis, voilà, le master, disons que ça continue. En fait, oui, le boulot en tant qu'oboïste et en tant que chef de chœur aussi se sont développés. Et on sait très bien que dans le milieu artistique, c'est par les contacts en fait qu'on a des chances de promouvoir son métier. Et donc, c'est une ramification qui s'est construite et qui a pris pied. Et donc, finalement, en même temps, j'ai perdu d'un autre côté les contacts parce que ça évolue tellement vite que si on reste pas sur la scène régulièrement, on engage d'autres. C'est tout à fait normal, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc j'ai décidé de rester ici parce qu'il y avait quand même plus de possibilités qu'en Italie. Même si en Italie on pense que la musique, l'art c'est quelque chose de très qui fonctionne bien. En fait, ça ne fonctionne pas tellement que ça. On est un petit peu assis en Italie sur ce qui est le tourisme qui vient visiter les monuments et tout ça, mais on ne produit plus, on n'injecte plus vraiment autant d'argent dans l'enseignement de la musique, dans les concerts. À l'inverse, il y a beaucoup d'orchestres qui ferment en Italie, vraiment. Et d'un coup, il y a pas mal de personnes qui partent. J'ai plein de collègues qui sont partis un petit peu à droite à gauche, à Amsterdam, à Würzburg, en Allemagne aussi. C'est un peu dommage, mais voilà, on va où il y a du travail. Et donc voilà, je suis oboïste, j'enseigne le hautbois dans 5 académies, en Wallonie et à Bruxelles, Charleroi, Gosselies, Montigny-Thiel, Gilly et Watermal-Boisfort. Et je travaille pour la Monnaie, pour le projet social Un pont entre deux mondes, qui promue le chant choral dans des lieux ouverts des personnes qui ont des difficultés d'insertion sociale. C'est-à-dire que je veux donner cours de chant à des prisonniers, par exemple, à la prison de Arren ou à l'IPPJ de Braine-le-Château. Ou encore un autre atelier, gospel, où c'est des personnes qui ont juste des difficultés, qui ont eu ou qui vivent des moments difficiles dans leur vie. Et ça se passe à la Monnaie même, dans les ateliers de la Monnaie, où on accueille une quarantaine de personnes qui ont envie de chanter, tout en anglais d'ailleurs. Donc c'est des personnes qui n'ont pas forcément cette facilité de parler ou de connaître d'autres langues, mais qui ont envie de s'amuser à découvrir le gospel ou le chant anglo-saxon. Donc on accepte tout le monde. Voilà, c'est une autre facette de mes capacités, dans le sens que je m'amuse aussi avec des chœurs comme Melting Vox aussi, qui ont une autre inspiration. C'est pas juste social, c'est aussi artistique. Donc de créer des concerts où la difficulté des pièces n'est pas abordable pour toutes, monsieur, madame, la difficulté, je veux dire par là, qui est un peu plus difficile que pour d'autres groupes. Voilà, je pense avoir fait un peu le tour de toutes les activités. Oui, j'ai encore d'autres choses. Je fais de la lutherie maintenant depuis le mois de mai. Donc je répare, je révise des instruments, de hautbois notamment, 8 heures semaine. Donc c'est pas énorme, mais c'est juste un jour semaine, il y a ça.
la chorale des étudiants, la chorale du personnel aussi de l'UCL. Ça me fait des semaines assez remplies, oui. Et une famille, évidemment, qui est toujours là. Ok. Quand on est parti à Lyon avec la chorale, tu as expliqué dans le train que tu avais un autre diplôme qui n'avait rien à voir avec la musique. Et parce que c'était un plan B. Et au cas où si ça marchait pas, en gros, dans la musique, tu as dit que tu avais ce diplôme-là. Est-ce que tu peux un peu nous en parler et de pourquoi tu as ce diplôme-là voilà. Oui, c'est vrai. J'ai un diplôme de comptable, en fait. À la base, je suis comptable. Pourquoi ? Parce que je pense que comme chaque parent a envie de soigner ses enfants, et quand à 13 ans, j'ai dit « Maman, je vais faire la musique », elle m'a dit « On verra plus tard, tu commences le conservatoire ». Donc j'ai commencé le conservatoire à 13 ans et à 18, j'avais terminé en fait. J'avais déjà fait tout le cursus. Et à 19, j'ai fait une année de doctorat, si on veut, au conservatoire à l'époque. Mais en même temps, mes parents m'ont dit tu ne peux pas faire que la musique dans ta vie, il faudrait que tu aies une deuxième corde à ton arc. Et ils m'ont obligé à faire autre chose. Et j'avoue que je n'aimais pas du tout. Je n'aimais pas du tout. C'était quelque chose que j'ai fait vraiment forcé. Voilà. Ouais, tout à fait. Donc j'ai fait ça péniblement, mais je l'ai fait quand même. Et c'était quand même assez dense parce il y avait encore des cours au conservatoire que j'ai fréquenté pendant que je suivais les cours. Donc le matin c'était comptabilité et l'après-midi c'était conservatoire. Voilà. Ok. Est-ce que tu viens d'un milieu musical ? Est-ce qu'il y a des gens dans ta famille qui font de la musique aussi ? Ou c'est arrivé d'une autre manière, la musique ? Oui et non, pas professionnel. Disons que dans ma famille, la musique instrumentale a été présente depuis mon grand-père, je ne sais pas, mon arrière-grand-père. De façon ludique ou en tout cas pas professionnelle dans le sens qu'on était payé, mais mon père a joué toute sa jeunesse l'accordéon parce que son grand-père jouait de l'accordéon mais il allait, c'était pas comme aujourd'hui tu fais 1 heure d'accordéon par semaine à l'académie, c'était 3 fois par semaine avec tous les autres accordéonistes. Il y avait des orchestres d'accordéon et c'était l'instrument qu'il fallait vraiment bien maîtriser. Donc c'était quelque chose de pas sérieux, mais c'était quelque chose qui était une passion, qui était vraiment suivie au maximum. Mon oncle aussi était contrebassiste par plaisir. Il n'a jamais joué de façon professionnelle, mais j'entendais dans la maison toujours un petit peu de musique. Ma tante aussi était pianiste, mais pas professionnelle non plus. Donc j'étais nourri quand j'étais tout jeune par des sons, mais pas avec la pression de devoir devenir comme mes parents ou quelqu'un de la famille qui voulait que je devienne musicien. Donc c'était un choix voulu et surtout défendu parce que ils n'avaient pas une expérience professionnelle du point de vue de la musique et donc ils voulaient pas que moi je devienne quelque chose qu'ils connaissaient pas, qui n'avait pas d'expérience. Je pense, je réfléchis comme ça tout haut, mais j'ai toujours ressenti ça comme ça. Donc voilà. Ok. Est-ce que tu peux nous dire quels sont tes compositeurs, chanteurs ? On a dit que tu aimais bien le chant contemporain, enfin la musique contemporaine. Est-ce que tu pourrais nous citer des compositeurs, compositrices que tu admires et que tu aimes bien ? Alors, bizarrement, en fait, mon compositeur préféré, c'est Monteverdi, qui n'est pas contemporain du tout. Ouais. Voilà. Mais j'étais transporté en écoutant la musique de Monteverdi et toujours. C'est un des compositeurs que, même si je le écoute 50 fois, je trouve qu'il y a toujours de belles choses. C'est peut-être par les harmonies, la naissance de la polyphonie, l'exploitation vraiment des dissonances, des consonances, le madrigalisme, tout ce qui est la recherche du texte et de la musique qui m'ont vraiment fait rentrer dans la musique à l'époque. Je suis passé, comme tout le monde, par les musiciens classiques. Bach, c'est j'espère un jour de pouvoir le rencontrer. J'espère vraiment. C'est une personnalité qui me fascine vraiment. La conception qu'il a eue de la musique, c'est quelque chose de transcendant.
Et bon, si on arrive après à mes goûts, disons, du moment, moderne, dans la musique contemporaine, et il y a évidemment Eric Whitacre, Ola Kielo, qui font de la belle musique, vraiment de la belle musique. Il y a eu Gorecki aussi, qui m'a vraiment bien plu depuis un moment. Il y en a d'autres qui sont inconnus, comme Andrew Smith, qui ont composé des super belles choses. Et je pense qu'il y en a plein d'autres que j'aimerais bien découvrir, mais qui ne sont pas toujours accessibles parce qu'ils ne sont pas sur des grandes plateformes ou qui ne sont pas propulsés par un manager, et donc d'un coup ils restent inconnus. Comme je pense qu'il y a de très bons compositeurs qui sortent des conservatoires chaque année, mais qui ne sont pas vraiment aidés, ou parce que le marché est très concurrentiel. Concurrentiel. Oui, Concurrentiel. ouais, Merci beaucoup. Mon italien de toujours derrière mes mots. Et voilà, j'en ai plein. J'ai des playlists sur Spotify qui sont remplies de compositeurs modernes. Mais c'est un peu chronophage. Parce que finalement, quand on trouve un album dans lequel il y a différents compositeurs, on a envie de tous les écouter. Une fois qu'on en a trouvé un qui est intéressant, ben, on connaît. On va vers l'album dans lequel il se trouve, et donc on continue, on ramifie et on écoute. Le problème, c'est qu'on va vers ce qu'on aime. Donc moi, j'essaie de me forcer à écouter les choses que, premier abord, je n'aime pas trop, pour pouvoir dire, voilà, j'essaie d'assimiler pour comprendre. Après, je sélectionne. Si c'est oui, sinon je passe à autre chose. Mais je trouve qu'aller vers seulement ce qu'on aime, c'est un peu réductif. Après, on peut dire, voilà, je ne comprends pas aussi. Et donc, d'un coup, évidemment, on va écouter autre chose. Mais je me force un petit peu à aller vers de... Oui, c'est ça. Ok. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier ? Je pense le contact vers les personnes. C'est vraiment quelque chose qui donne de l'énergie. Sinon, je me vois mal derrière un bureau 8 heures par jour. Voilà. En étant musicien, on a une partie d'administratif, on a quand même des choses qui sont assez... Oui, voilà, comptable, c'est sûr. Quoique, si tu commences à un certain moment, tu dis, ben oui, voilà, t'acceptes. On était dans une époque aussi différente, hein. On avait un boulot, maintenant on change aussi plus facilement de travail, hein. C'est quand même plus flexible qu'il y a 30 ans quand même. Ben oui, c'est surtout ça en fait, le dynamisme qu'il y a dans le métier, l'adrénaline aussi. J'aime bien un peu ça parce qu'il y a quand même un challenge constant. Chaque fois qu'on prépare quelque chose, il y a un but. Et en travaillant avec d'autres, on doit faire confiance. Donc il y a une partie d'inconnu et d'envie de susciter chez l'autre quelque chose de positif, et donc d'arriver ensemble à obtenir un résultat qui soit le mieux possible pour lui, pour moi, pour le public. Donc il y a ce challenge permanent. Même avec les élèves dans les académies, on a envie de donner le mieux de soi-même pour qu'ils progressent et pour qu'ils s'amusent. En même temps, on a envie de donner le mieux de nous pour qu'on nous reconnaisse aussi comme de bons professeurs. Donc il y a tout le temps cette envie de bien faire, et l'énergie qu'il y a derrière aussi. C'est fatigant, c'est sûr. Voilà, il est 10h30, je n'ai pas encore mangé parce que j'ai eu une journée complète jusqu'au maintenant. Donc c'est parfois un peu difficile, mais voilà, on a des rythmes un peu décalés. Mais on s'y fait aussi, je pense que tout le monde a des rythmes différents, qu'à un certain moment on trouve un équilibre. Mais j'aime bien ça aussi finalement. C'est quelque chose qui... L'autonomie aussi dans ton boulot, c'est toi qui gères. Quand tu as envoyé ce mail, tu sais que tu as une deadline, mais tu peux le gérer différemment. Tu vas susciter toi-même du boulot, donc c'est toi qui te remets en cause aussi chaque fois. On a des boss, entre guillemets, mais on est en fait son boss principal, on est soi-même. On doit gérer correctement sa vie professionnelle. Sinon, c'est comme un indépendant. Finalement, c'est un peu ça. Je ne suis pas indépendant, moi. Mais je vois bien ce que c'est être indépendant. Voilà. Okay. Est-ce qu'il y a une caractéristique que tu retrouves un peu dans toutes les chorales, parce que tu diriges plusieurs chorales, et est-ce qu'il y a quelque chose que tu retrouves assez souvent de commun, on va dire ?
bonne question. Est-ce qu'on se moque souvent des altos? Ah oui, non. Non, c'est moi qui parfois vous donne un petit peu des pistes à ce niveau-là. Non, mais dans les chorales, non, c'est ça qui me plaît en fait. C'est qu'il n'y ait pas une chose commune, si ce n'était que les personnes sont souvent la motivation. Ça oui, c'est la seule chose peut-être, effectivement, l'envie de chanter, de se faire plaisir, les regards. Ça, j'aime bien, quand les personnes commencent à avoir un contact, pas seulement entre elles, mais le regard détendu du choriste qui est en train de s'amuser, ça, c'est récurrent dans chaque chorale. Tu dis, ah oui, voilà, là, il y a un point commun. On se libère un peu aussi, donc on donne au public. Oui, et ça, c'est beau à voir, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent, en fait, dans les chorales, effectivement. Mais sinon, la beauté, c'est qu'elles sont différentes aussi, en fait. Pas vraiment toutes dans les mêmes. Sinon, ça serait formaté et ce serait comme passer des heures assis devant un bureau. Puis finalement, c'est la même chose tout le temps. Et c'est ça que je cherche, la diversité, le changement, la variété. C'est ce qui me motive le plus aussi. Ok, trop bien. Pour toi, c'est quoi les qualités d'un bon chef de chœur? Un bon chef de chœur, il doit être capable de rendre tout son savoir accessible aux personnes qu'il a devant. Donc il doit être bien formé à la base, il doit avoir bien décortiqué les partitions qu'il propose. Et il doit faire en sorte que même si les personnes ne connaissent pas la musique ou alors qu'ils ont de très bonnes connaissances, arrivent à atteindre son objectif à lui d'abord et de faire ça de façon, comment dire, pas trop directrice, pas trop martiale, pas trop imposante. En tout cas, c'est mon style. Ouais. Après, évidemment, chaque chef a sa façon de diriger. Moi, je me vois pas comme un chef autoritaire qui veut faire, qui n'utilise pas l'humour pour faire passer une information, pour pouvoir faire en sorte que ça devienne accessible. Donc, il faut un mélange de souplesse et de rigueur pour qu'on montre qu'on garde le cadre, qu'on garde une structure et qu'on est en même temps avec les choristes, avec les personnes, qu'on n'est pas des personnes super partes et qui veulent commander. Il y en a, hein, je ne dis pas que... Mais voilà, il y a d'autres systèmes aussi. Je pense que chaque chef a son système de fonctionner. Il y a certains qui fonctionnent bien, d'autres peut-être moins, mais qui à la fin peuvent aussi fonctionner parce que il y a une balance à faire entre les besoins des choristes aussi. Certains ont besoin de beaucoup de structure, peu de rigolades, d'autres l'inverse. Donc disons que chaque chef n'est pas parfait, mais on essaie d'amener le mieux qu'on peut pour que les personnes qu'on a devant puissent comprendre. Après, il y a les choristes aussi qui doivent faire l'effort de se mettre au pas aussi et accepter un certain chef ou l'autre. C'est dans les deux sens, je pense. J'essaie d'être assez flexible parce que le public est tellement éclaté dans les étudiants que j'ai devant. Ici, c'est un public en prison, c'est un autre public. Donc, je ne peux pas appliquer la même autorité que j'applique en prison qu'ici. Ça ne marcherait pas. Donc, il faut être flexible. Donc, il n'y a pas un chef utopique qui peut être remplacé dans tous les domaines. Ça dépend un petit peu de qui on a devant. Et par rapport au groupe, on impose un cadre ou on assouplit un cadre. Ça dépend. Alors, moi j'ai une question un peu plus philosophique, on va dire. Est-ce que tu dirais que la musique guide ta vie? Je pense que quand on a toujours vécu dans la musique, c'est plus difficile à répondre. Je pense que la réponse est oui, parce qu'en étant toujours dans ça, depuis que mes souvenirs remontent quand j'avais 7 ans. Mes premières expériences
d'écoute des vieux vinyles de mon père qui m'ont fait tilter, je pense, à cette époque-là, et dire ça je vais comprendre. Pourquoi ça me fait autant de plaisir écouter de la musique comme ça. Et je pense qu'à partir de là, oui, ça a guidé ma vie. Oui, parce que finalement, tu fais des connaissances qui, en tout cas pour moi, ça m'a apporté à aller vers des personnes qui partageaient les mêmes plaisirs, les mêmes passions. Donc, je suis resté dans ça, sans me vouloir extraire non plus, parce que je pense qu'il faut toujours rester un petit peu entre guillemets, dans la masse. Et pas juste En fait, l'artiste, pour moi, c'est quelqu'un qui est multitask. Si on reste que dans un seul créneau, on ne fait pas d'expérience de vie différente, on n'arrivera pas non plus vraiment à comprendre les compositeurs qui ont écrit en essayant de décrire leurs expériences de vie. Donc on a besoin de se propulser dans la vie. Et donc oui, je suis transporté par la musique, mais je dirais aussi que je choisis pas juste de me laisser guider dans ce sens-là, mais de faire mes choix du point de vue de mon monde artistique en général. Je ne dirais pas seulement musique, parce qu'il y a la peinture aussi, oui, en général, c'est des choses qui sont plus larges que seulement le créneau de la musique. Je me vois bien comme danseur, tu vois, mais j'ai jamais eu le déclic quand j'étais tout jeune pour faire de la danse, mais j'adore la danse aussi. Donc, je pense qu'on doit être ouvert à d'autres disciplines. Ouais. Ok, trop bien. Et enfin, la dernière question. Alors, mon podcast s'appelle La Fougue. Donc, pour toi, qu'est-ce que ça signifie d'être fougueux ? Être fougueux, je vois dans le mot fougueux deux possibilités. Ouais. Fugue, comme la fugue de Bach. Bach, il y en a d'autres qui ont écrit des fugues, hein, mais évidemment. Et fugue, s'échapper, courir, s'enfuir, quoi. Il y a dans la fugue de Bach, évidemment, cette même connotation, hein, cette mélodie qui suit une autre mélodie qui s'échappe, entre guillemets, donc c'est un petit peu la même chose. Donc, oui, comme ça, la première réflexion, ce serait ça. Après, je n'ai pas écouté tous les épisodes de ton podcast. Pas de problème. Je vais passer un peu de temps pour écouter la dernière question aussi de tous les... Tout le monde panique un peu avec cette dernière question parce que les gens ne savent pas trop quoi répondre, mais il n'y a pas de réponse. Oui, c'est ça. Voilà, oui, c'est ouvert. Ouais, c'est ça. Réponse ouverte. Ok, super, merci d'avoir répondu à ces questions. Avec plaisir.